Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle webconférence sur le thème de la recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexia Perret, qui va du coup partager avec nous 2 années de recherche dans le cadre de son master sur la vie affective et sexuelle en institution médico-sociale, un droit placé sous écrou ou une libération conditionnelle. Donc, on va passer 2 heures ensemble, de 10h à midi. Rassurez-vous, vous aurez des temps pour poser vos questions. Vous pouvez également poser vos questions via le chat. Je les ferai remonter du coup à Alexia au moment des questions-réponses. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de laisser la parole à Alexia, qu'elle puisse se présenter et puis partager avec vous ces 2 années de recherche et d'expérience de terrain aussi. Voilà. Alexia, à toi. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je remercie aussi Romain Ball et la plateforme Idealco de m'avoir proposé de partager avec vous mes quelques éléments de pensée sur les évolutions de la vie affective et sexuelle en institution. Donc, je tiens avant tout à vous préciser que j'ai conscience que nous abordons ici un sujet qui n'est pas simple pour tout le monde et pour lequel on a tous une représentation différente. Aussi, ici, il n'y aura pas de questions bêtes et pas de jugement sur des réactions ou des propositions que vous pourrez faire. Cette présentation fait suite à un travail de recherche que j'ai effectué dans le cadre de mon mémoire de master Éducation à la sexualité humaine. Mon intervention pourra vous paraître parfois jugeante ou gênante, mais elle n'est que le fruit d'une observation et d'une analyse de 2 ans. À aucun moment, une opinion personnelle de ma part. Donc, je m'appelle Alexia, je suis une femme cisgenre, quarantenaire, blanche et valide, et je vis en milieu urbain. Cette présentation peut paraître non commune de prime abord, mais elle est à mon sens essentielle lorsqu'on aborde le travail d'accompagnement. Car il est effectivement essentiel de ne jamais oublier avec quelles lunettes, sous quel prisme nous regardons les personnes que nous accompagnons. J'ai choisi il y a 15 ans de travailler auprès des personnes dites en situation de handicap. Et après avoir travaillé dans différents types de structures et avec plusieurs publics, je suis actuellement éducatrice spécialisée et éducatrice à la vie affective et sexuelle dans un foyer de vie de la banlieue toulousaine. Si mon travail de recherche est très récent, mon questionnement concernant la sexualité des personnes dites en situation de handicap l'est beaucoup moins. En effet, les différentes circonstances au cours desquelles la sexualité s'est invitée de manière impromptue dans mon métier sont nombreuses et remontent à très loin. Je voudrais vous citer l'exemple d'une situation vécue il y a quelques années par une animatrice de mon équipe qui me raconte. J'ai ouvert la porte de la chambre et quand je suis entrée, Sofiane était en train d'enfoncer un doigt dans les fesses de Fabien. J'ai refermé la porte, j'ai repris mon souffle et je suis de nouveau entrée en leur disant que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Sofiane était tout penaud et Fabien m'a répondu « Oh, si Lulu, c'était bien ». Cette situation est effectivement une anecdote, mais elle reflète pourtant non seulement le quotidien des personnes qui vivent en institution, mais également une question à soulever. Au fond, qu'est-ce qui n'est pas bien ? C'est finalement en mettant bout à bout toutes les anecdotes autour de la sexualité que j'ai réalisé qu'il y avait finalement matière à un réel sujet de recherche. Ça ne me change pas là. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez la deuxième diapo? Non, il faut que vous alliez en haut de l'écran, logiquement. Vous pouvez. Voilà, si, ça y est. Voilà. C'est un sujet qui semble déjà exister puisque depuis environ une dizaine d'années, les colloques ayant pour thématique le handicap et la sexualité se sont multipliés, laissant à penser que ce questionnement devenait important. On pourrait imaginer à la multiplication de ces événements que les personnes dites en situation de handicap ont rejoint le devant de la scène, ou pour le moins ont été rendues visibles, permettant par la même occasion de faire évoluer les représentations du handicap
et de la sexualité. On peut également imaginer que ces colloques ont permis aux personnes concernées de prendre la parole et de mettre en mots quelles sont leurs propres représentations du handicap et de la sexualité. Mais qu'en est-il réellement? La lecture des titres de chaque colloque donne une idée sur l'orientation des échanges. On peut retenir notamment le colloque de Quimper en février 2017 intitulé « Handicap, vie affective, intimité et sexualité, une journée pour en parler ». Une journée pour aborder tous ces sujets. Nous disons bien aborder, car comment achever une réflexion sur autant de sujets en une seule journée? Et qui en parle? Les experts, les familles, les professionnels, les personnes directement concernées? Dans le travail que je vais vous présenter, c'est surtout les professionnels et les personnes accueillies que j'ai choisi d'interviewer et d'observer au cours de ma recherche, car il me semble être au cœur de la problématique. J'ai choisi de réaliser des entretiens formels avec les personnes accueillies et avec les professionnels, car il me semblait important de recueillir de manière officielle leurs paroles. Mon travail de recherche était uniquement orienté auprès d'adultes, principalement en situation de handicap mental et ou psychique. J'ai aussi réalisé des observations sur 4 lieux principaux, 2 maisons d'accueil spécialisées, un foyer d'hébergement d'ESAT et un foyer de vie, sur lesquels j'étais connue et reconnue en tant que professionnelle du terrain. Ma fonction d'éducatrice à la vie affective ou docteur sexe pour la plupart de mes collègues m'a permis de recueillir des données et d'analyser des situations dans lesquelles la sexualité s'invitait et dont je vais pouvoir vous partager plusieurs exemples. La directrice du foyer de vie sur lequel je travaille encore actuellement, m'ayant autorisée à utiliser mes données et à citer la structure, je donnerai donc son nom. Tous les autres noms, ainsi que les prénoms cités, ont été modifiés dans un souci de confidentialité. J'ai pu constater tout au long de ma recherche à quel point handicap et sexualité représentent finalement un double tabou. Face à la sexualité, les personnes handicapées ont longtemps été considérées par 2 aspects relativement opposés, l'ange et la bête, comme l'a décrit Alain Giamy en 1975. Si aujourd'hui les personnes accueillies sont davantage considérées comme citoyennes, j'ai pu rencontrer dans certaines structures des équipes de professionnels qui avaient une considération encore proche de la bête, comme le prouve ce témoignage. Morgane, elle s'enfonce carrément des gobelets dans le vagin. J'avais jamais vu. Et un jour, ma collègue m'a dit « Viens voir, c'est l'occasion, elle le fait ». Morgane est sourde, avec un handicap psychique, et elle se déplace en fauteuil. Chaque jour, un professionnel l'accompagne pour prendre son bain et reste avec elle pour éviter un accident, pénétrant par la force des choses dans son intimité. Cette intrusion pourrait être respectueuse, mais on peut s'interroger, en entendant ce témoignage, sur la perception qu'ont certains professionnels de Morgane. Ce témoignage pourrait s'expliquer par un besoin des professionnels de se tenir à distance émotionnelle, à défaut de pouvoir se tenir à distance physique, mais nous y reviendrons plus tard. Si les personnes en situation de handicap moteur se sont mobilisées depuis plusieurs années, il n'en est pas toujours de même pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. En effet, si ces dernières cherchent à se reconnaître comme citoyens, elles ont plus de mal à se sentir adultes, utilisant pour se qualifier, notamment durant les ateliers vie affective, les termes de fille et de garçon, et très rarement ceux d'homme et de femme. Une anecdote racontée par une collègue reflète très bien ce statut non quitté d'enfant. Un groupe de 5 personnes accueillies assiste à un concert. Pendant le concert, le chanteur demande « Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ?» Tous se lèvent en criant « Oui, oui, on est là !» Je dois vous préciser que les personnes en question sont âgées de 23 à 45 ans. Régine Sell, psychologue, nous dit que pour devenir, il faut pouvoir se rêver, imaginer un changement, des transformations, des évolutions. Or, tout se passe comme si le « quand je serai grand »
de l'enfant en situation de handicap était d'emblée entravé par des adultes qui se font un devoir de lui faire prendre conscience de tout le poids que la réalité fait peser sur son devenir. On peut finalement comprendre que se considérer comme personne adulte ne soit pas si simple dans ces conditions et que notre travail au quotidien doit être d'accompagner cette relation vers l'âge adulte. Une transition qui doit se faire en douceur, certes, mais qui doit se faire. On a tendance à parler du handicap et de fait à généraliser tous les types de handicap. Mais les personnes en situation de handicap ne sont pas OK avec ça. Par exemple, une personne qui anime des visioconférences pour réaliser des rencontres a pu me raconter que si des personnes en situation de handicap moteur se retrouvent sur un même groupe que des personnes en situation de handicap mental, elles vont se déconnecter et la rappeler plus tard pour lui exprimer leur colère. C'est un peu ce qu'exprime Robert Murphy, un anthropologue qui était devenu handicapé moteur, quand il dit « À entendre la manière dont on me parle, on pourrait imaginer que je suis de surcroît un arriéré mental. » Il y a donc des strates dans le handicap où chacun peut se sentir supérieur à une autre catégorie. Comme je vous l'ai dit précédemment, les représentations de l'ange et la bête ont évolué depuis quelques années, particulièrement la figure de l'ange qui a changé de contenu. Il ne s'agit plus d'une figure asexuée, mais d'une personne qui vit sa sexualité en se conformant rigoureusement aux préceptes de la santé sexuelle. Dans les structures au sein desquelles la sexualité est discutée, les professionnels sont plus enclins à reconnaître une sexualité dite normale. Et du coup, ils cherchent encore plus à la normaliser pour qu'elle corresponde à leurs critères. Ils expriment par exemple aux personnes accueillies que ça ne se fait pas d'avoir plusieurs copains, que la polygamie est interdite en France, ou demandent à ce que les personnes puissent s'acheter des vibromasseurs afin d'utiliser pour leur bon usage les brosses à dents. Cette sexualité est également perçue différemment selon le genre. Je pense notamment à cette situation. Léopold est un homme de 55 ans qui vit sur la structure depuis 2 ans. Il a une ex-femme qui est également la mère de ses 2 enfants et qu'il retourne régulièrement voir à Paris durant ses vacances. Il a également sur la structure une petite amie officielle et quelques autres femmes avec lesquelles il aime partager des moments d'intimité, parfois en échange de cigarettes ou de café. Parfois, pour, dit-il, rendre service. Mes collègues m'ont interpellée à plusieurs reprises sur cette situation, me demandant de la régler. D'après eux, Léopold doit être honnête avec chacune des femmes et leur dire qu'il a plusieurs petites amies. Il n'a pas le droit d'échanger des moments de plaisir contre des cigarettes, car ces pauvres femmes ne comprennent pas son manège. Il profite d'elles. C'est un prédateur. Il est malhonnête. On constate bien, à travers cette situation, que perdurent les qualificatifs attribués aux hommes. Par contre, on constate que les femmes ne sont pas que des victimes. Elles mettent le grappin sur les hommes, jouent avec leurs sentiments, ne savent pas ce qu'elles veulent. J'ai pu observer sur le terrain à quel point les personnes accueillies ont un discours qui reflète l'aspect normatif de la sexualité quand ils échangent avec les accompagnants, et comment ils font de la norme une règle, expliquant par exemple qu'ils n'ont pas le droit d'être pédés. Peut-être ont-ils intégré le discours des accompagnants, mais aussi de leur famille et de la société, qui est tout aussi normatif. On se masturbe dans les toilettes, on ne fait pas l'amour si on n'est pas amoureux. Trop de différence d'âge dans un couple n'est pas acceptable. Mais parfois, certains vont finalement à l'encontre de ces discours. Victoria est en couple avec Oscar. Elle a très envie d'avoir des relations sexuelles, mais lui n'est pas du tout prêt. Il pense qu'il pourrait attraper un cancer. Victoria répond finalement à ses besoins affectifs avec Léopold, qui accepte de lui rendre ce service sans sentiment. Cette situation perturbe les professionnels qui disent à Victoria « Mais enfin, tu as déjà un copain ?» Victoria a durant plusieurs mois préféré passer pour une victime, exprimant aux équipes qu'elle allait dans le logement de Léopold pour regarder la télévision et qu'il l'avait déshabillée,
mais qu'elle ne voulait pas car elle aimait trop Oscar. Il a fallu réaliser un long travail de réflexion avec les équipes accompagnantes pour qu'elle ne soit plus dans le jugement et ne réponde plus à Victoria « Ma pauvre, tu t'es encore fait agresser sexuellement ?» Je ne vous fais pas ici l'inventaire des préjugés pour dénoncer des professionnels qui n'auraient pas réfléchi ou qui se voudraient malveillants, mais bien pour démontrer que c'est notre réalité de terrain aujourd'hui et qu'il est essentiel de permettre à chaque professionnel de pouvoir déconstruire toutes ces idées dans un cadre de confiance et de bienveillance. On peut aussi constater que toutes ces représentations ont évolué et que les personnes accueillies vivent, autorisées ou non, une vie affective et sexuelle au sein des institutions. Mais comment l'institution gère-t-elle cet accès à la sexualité? Comment applique-t-elle le droit de tout citoyen, tout en assurant aux personnes qu'elle accueille, les majeurs protégés au regard de la loi, cette fameuse protection? Et une protection vis-à-vis de quoi exactement? Une des phrases les plus utilisées par les accompagnants et par les personnes accompagnées tourne autour du droit. Tu n'as pas le droit, tu as le droit, est-ce que j'ai le droit? Ce droit ne vient pourtant pas de nulle part. La vie en institution, comme partout ailleurs, est régie par des lois qui concernent tout citoyen, mais également qui encadrent l'action médico-sociale. La loi du 2 janvier 2002 a consacré les droits fondamentaux de toute personne accompagnée par des établissements sociaux et médico-sociaux, en imposant que lui soit garanti le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement. Si cette énumération peut paraître laborieuse, nul doute que la volonté du législateur de 2002 a été de les préciser de façon spécifique parce qu'ils faisaient l'objet de nombreuses atteintes. Catalina Debandas Aguilar dénonce certaines de ces atteintes dans son rapport sur les droits des personnes handicapées en France, relatant notamment des solutions discriminatoires et paternalistes qu'il faudrait remplacer par des mesures qui favorisent la citoyenneté, l'inclusion sociale et la participation communautaire. On croise encore aujourd'hui des professionnels ou des familles qui peuvent avoir des attitudes très intrusives quant à la vie privée, ayant parfois des conséquences difficiles sur la sexualité des personnes. Je voudrais ici vous raconter une situation assez parlante. Suite à des plaintes d'Alicia qui expriment que ses relations sexuelles avec Nawel sont vécues comme très violentes, je suis sollicitée par mes collègues qui pensent que Nawel pourrait violer Alicia. Je les rencontre donc tous les deux et leur propose un suivi de couple, ce qu'ils acceptent immédiatement. Dès les premières conversations, je comprends très vite que leur souci essentiel est de faire attention à ne pas se faire choper. Ils m'expliquent que selon les personnes qui travaillent, certains les empêchent de se retrouver ensemble dans leurs logements respectifs, d'autres frappent et entrent directement, sans attendre leur feu vert. Pour éviter de se retrouver dans une situation difficile à vivre, ils ont donc trouvé leur solution. Ils se mettent debout derrière la porte pour pouvoir retenir la porte si quelqu'un essaye d'ouvrir. Ils ne se déshabillent pas pour éviter d'être retrouvés nus et procèdent à la pénétration directement pour pouvoir faire l'amour rapidement avant d'être dérangés. On peut dans cette situation constater que plusieurs droits ne sont pas respectés. La liberté d'aller et venir implique également que les personnes puissent passer des moments d'intimité, voire des nuits les unes chez les autres. Il est même impératif de prévoir la possibilité de chambres de couple pour les personnes qui le souhaitent. Dans tous les cas, les chambres des établissements doivent être suffisamment vastes pour accueillir soit des lits doubles, soit 2 lits, selon le souhait des personnes. Cette nécessité d'autoriser les personnes à dormir ensemble a mis fortement en difficulté les professionnels du foyer de vie dans lequel je travaille. À la demande du premier couple, ils ont envoyé la patate chaude à la directrice, qui a bien sûr exprimé aux personnes qu'elles étaient libres de dormir où elles le souhaitaient. Cette première demande a bien sûr fait émerger cette même envie chez d'autres couples.
Et la directrice s'est vite retrouvée avec une multitude de demandes de dormir ensemble. Elle a donc expliqué en réunion qu'elle n'avait pas la responsabilité d'autoriser les personnes à aller et venir dans l'établissement, que c'était le droit de tout un chacun. Rassurés par cette réponse, les professionnels m'ont finalement envoyé toutes les personnes qui faisaient cette demande pour être sûrs qu'ils ne portaient aucune responsabilité, notamment celle de prendre la paternité, légende urbaine longtemps véhiculée dans le milieu. Cette demande des collègues était le plus souvent justifiée par la problématique de changement régulier de couple. En effet, la normalité est figurée par un couple qui dure. Lorsqu'on change souvent de partenaire, on sort de la normalité. Il faut donc s'assurer que la personne sait ce qu'elle fait. Si dans beaucoup de structures aujourd'hui, le droit d'aller et venir est respecté, il reste une autre obligation, due également à la sécurité des personnes. Les personnes qui travaillent la nuit doivent savoir où se trouve chaque personne accueillie sur la structure pour pouvoir l'évacuer, par exemple en cas d'incendie, ce qui oblige en permanence les personnes à préciser où elles dorment. À la Masse-le-Verdier, la liberté d'aller et venir est beaucoup plus difficilement respectée, car toutes les portes sont fermées pour éviter que les personnes quittent la structure et se mettent très vite en danger, mais aussi pour éviter qu'elles ne mettent en danger les autres, en les frappant ou en les mordant, par exemple. L'institution a toutefois à cœur de permettre un minimum de liberté en ouvrant les portes intérieures à certains moments de la journée, lorsque les accompagnants peuvent œuvrer à leur protection. Des moments de partage dans les chambres sont alors rendus possibles sous le regard discret des accompagnants. La dignité humaine fait également partie des principes fondamentaux en termes de droits humains. Et de nouveau, la question se pose au quotidien à la Masse-le-Verdier, car très vite, la liberté laissée à une personne peut atteindre la dignité d'une autre. Comment gérer le besoin de Naïma de rester nue et de se masturber toute la journée? Doit-on lui demander de rester dans sa chambre au risque de l'isoler ou la laisser faire au risque de déranger les autres? Comment gérer l'habitude préférée de Régis, qui consiste à retirer les vêtements des autres personnes accueillies pour les déchirer? Doit-on l'isoler? Le laisser faire au risque de ne plus faire respecter la dignité des autres? Ce survol rapide est loin d'être complet. Des complexités de l'accompagnement au quotidien permet de constater à quel point la tâche est ardue et dépourvue de repères pour les accompagnants. L'institution se pose en permanence toutes ces questions et n'a pas encore trouvé toutes les solutions permettant de respecter tous les droits de toutes les personnes accueillies. Je vais faire ici un petit détour pour aborder un autre aspect de la loi qui pointe tout doucement le bout de son nez dans les médias et le grand public, mais qui n'a pas encore sa place dans les institutions. La transsexualité, qui se traduit en termes de droit par la demande de changer la mention de sexe figurant sur les papiers d'identité. Les personnes transgenres sont quasi inexistantes dans les structures médico-sociales. Et pour cause, cette possibilité est totalement ignorée. Les personnes transgenres qui exprimeraient la nécessité d'exister dans le genre qui leur correspond seraient considérées comme handicapées psychiques, considération facilitée par le fait qu'elles sont déjà identifiées comme telles. Lors d'un entretien, une professionnelle me raconte: avant que l'heure passe, je voulais te dire quelque chose qui m'a choquée ici, qui m'a traumatisée. Un jeune qui s'appelle Jonathan, qui est parti d'ailleurs. Cheveux longs, maquillage, trucs dans le soutien-gorge, et il disait qu'il était une fille, mais personne n'est allé vérifier. Il disait qu'il avait un sexe de fille et qu'il était né comme ça, alors qu'il avait la carrure d'un homme. Et il ne voulait pas qu'on le vérifie, il voulait qu'on le croie sur parole. Il se faisait appeler par un nom de fille par tous les résidents, sauf par les professionnels. Ça m'a beaucoup choqué que les professionnels l'appellent Jonathan, alors qu'il se sentait femme. Serge, qui est son référent, lui disait: tu t'appelles Jonathan, c'est ce qui est marqué sur ta carte d'identité, et tu vas pas nous emmerder. T'es un mec et c'est tout. Je ne sais pas si c'était un trans ou un andro. Cet extrait d'entretien nous démontre différentes problématiques
liées à la méconnaissance du sujet, l'importance de devoir vérifier, qui reflète bien le genre associé à la génitalité, le vocabulaire utilisé par la personne interviewée, qui est préoccupée par cette histoire, mais qui ne sait pas quel mot poser dessus, ni quelle solution apporter à cette jeune femme trans. Et surtout, la violence des propos tenus par l'éducateur et le rappel à la virilité. La loi du 2 janvier 2002, puis les lois du 11 février 2005 et du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs ont conduit à reconnaître les personnes accompagnées par des établissements comme des sujets à part entière. Aborder les questions relatives à la vie affective et sexuelle consiste aussi à devoir concilier des objectifs antagonistes, comme autant d'injonctions paradoxales. Promotion de l'autonomie et protection des personnes, personnalisation de l'accompagnement et vie en collectivité, liberté et sécurité. Comment les établissements réussissent-ils à réunir les conditions permettant de concilier tous ces éléments? À leur arrivée sur l'établissement d'accueil, certains documents doivent être remis aux personnes accompagnées. Un livret d'accueil, une charte des droits et libertés de la personne accueillie et un règlement de fonctionnement. Ils doivent tous contenir des dispositions relatives à la vie affective et sexuelle des personnes accompagnées. Mais ces dispositions doivent respecter leurs droits fondamentaux. La charte des droits et libertés de la personne accueillie doit être annexée au livret d'accueil. Elle énonce les droits fondamentaux de la personne accueillie, dont certains ont trait à la vie affective et sexuelle, le droit au respect des liens familiaux, le droit à l'autonomie et le droit à la dignité de la personne et de son intimité. Le projet d'accueil personnalisé précise les actes prioritaires d'accompagnement envisagés pour la personne accueillie et pour les objectifs à atteindre adaptés à ses besoins, ainsi qu'une échéance et des critères d'évaluation. J'ai pu constater sur mes différents terrains d'observation que les objectifs de travail devenaient souvent des objectifs pour les personnes et non plus pour les équipes, et que ces derniers n'étaient pas toujours en adéquation avec les besoins exprimés, comme par exemple être plus respectueux de ses pairs ou encore respecter les horaires. Nous pouvons ainsi constater que certains objectifs sont surtout liés au fait de vivre en collectivité et de fait ne sont pas toujours personnalisés. Et bien au-delà des règles institutionnelles concernant l'accès à la citoyenneté, l'agencement des locaux et le quotidien des institutions peuvent parfois mettre des personnes dans des situations très inconfortables. Jean-Luc Letellier pense qu'au-delà de la notion de faire couple, existe aussi la notion de ne plus faire couple et que chacun d'entre nous peine, après avoir eu une relation sexuelle avec quelqu'un et s'en être séparé, à imaginer son ancien partenaire dans une relation érotique avec quelqu'un d'autre. S'il nous arrive de le faire, l'un des risques est de tomber dans le dégoût ou dans les affres de la jalousie. On peut donc imaginer que le quotidien des personnes qui vivent en institution est d'autant plus compliqué quand elles doivent vivre aux côtés de leurs anciens partenaires. Par exemple, Ryan et Justine ont vécu pendant 2 ans une histoire d'amour qui s'est terminée lorsque Justine a rompu pour se mettre en couple avec un autre homme. Une année s'est écoulée depuis la rupture et Ryan exprime être toujours très amoureux de Justine. Ils vivent dans la même structure, mais surtout sur la même allée et leurs logements sont disposés côte à côte. Ils doivent donc partager tous les repas et se croiser quotidiennement plusieurs fois par jour. Ryan voit chaque jour le nouveau partenaire de Justine quand elle invite ce dernier dans son logement. Les conséquences de cette situation peuvent être très importantes et mener certaines personnes à des accès de violence du fait d'être coincées dans des situations totalement anomiques. En effet, suite à une rupture hors institution, il est souvent conseillé aux personnes de prendre leur distance afin de se reconstruire. Et les multiples témoignages expriment de manière naturelle le besoin de ne plus croiser son ex. Ici, cette mise à distance n'est pas possible et Ryan va devoir effectuer un travail sur lui pour vivre correctement cette situation
qui est en fait imposée par le cadre institutionnel. Il est donc clair que la vie en institution restreint de fait les droits des personnes et à l'autonomie sexuelle, alors même que les projets en font leur cheval de bataille. Je vous ai parlé jusqu'ici d'une sexualité volontaire et de couple, mais je n'ai pas encore abordé la notion d'intimité et de sexualité pour les personnes qui nécessitent un accompagnement quotidien rapproché, y compris dans les moments les plus intimes comme la toilette. On entend souvent, au détour d'une salle de bain, des personnes accompagnantes guider les personnes accueillies, avec des phrases du type « on se lave le sexe, on se lave les fesses, on va prendre la douche ». Est-ce que c'est une façon de ne pas violer l'espace personnel des personnes accueillies? Ou est-ce une stratégie défensive des professionnels qui va consister à désexualiser, à désérotiser la relation de soins? Pierre Moulin a ainsi interviewé plusieurs soignantes qui disent employer diverses stratégies de mise à distance, telles que le port d'une blouse ou de gants, ou la porte de la salle de bain maintenue ouverte pour ne pas se retrouver seul avec la personne accompagnée. On peut constater que ce travail de proximité est le plus souvent réalisé par des femmes, pour lesquelles la notion du care semble être une compétence naturelle. Qu'en est-il dans les structures au sein desquelles la population est violente? Il semble difficile d'avoir toujours une attention positive pour une personne qui nous frappe quotidiennement et de nouer une relation sereine dans l'intimité, alors qu'on a la peur au ventre au moment de l'accompagner pour sa toilette quotidienne. Comment lui laver le sexe et les fesses avec bienveillance alors qu'on est dans l'appréhension du coup de poing qui va arriver? Ainsi, les professionnels se retrouvent parfois dans des situations difficiles qui peuvent remettre en cause leur éthique professionnelle et leur intégrité. Et si j'ai beaucoup parlé du pouvoir des professionnels sur les personnes accueillies, il apparaît clairement qu'un contre-pouvoir s'installe très facilement, mené par les personnes accueillies elles-mêmes, mais également par leurs familles. Alain Gianni, sociologue, a pu constater que, de manière générale, les parents apparaissent beaucoup plus soucieux que les éducateurs de surveiller, contrôler, voire même d'empêcher la possibilité de rapports sexuels pour les handicapés. Et ils exigent des éducateurs qu'ils mettent en œuvre cette surveillance dans les institutions, remettant le plus souvent en question le travail des accompagnants et la dynamique institutionnelle. Par exemple, Émilie vit sur la structure depuis 1 an. Elle est en couple avec Jamel, qui a 10 ans de plus qu'elle et qui est en fauteuil roulant. Tout se passe bien pour eux. Ils expriment le bonheur d'être ensemble, mais Émilie ne souhaite pas en parler avec sa famille. Un vendredi soir, ses parents arrivent plus tôt que prévu pour venir chercher Émilie pour le week-end. Ils font connaissance avec Jamel et n'acceptent ni son âge, ni son handicap, ni sa couleur de peau. Émilie ne reviendra jamais sur le foyer. Elle ne pourra pas dire au revoir. Ce sont ses parents qui reviendront sans elle chercher ses affaires. Des situations comme celle-ci sont malheureusement relativement fréquentes et prennent en otage les personnes accueillies et l'institution qui ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions des familles ou des tuteurs. Au foyer de Vieillol, pour éviter ces aboutissements vécus comme violents par tous, plusieurs moyens ont été mis en place, tels que l'inscription du droit à la vie affective et du respect de l'intimité dans le contrat de séjour, ou un rappel aux familles concernant ces droits lors de la visite de l'établissement, lors du bilan de stage et de nouveau lors de l'admission de la personne. Mais il reste encore quelques situations dans lesquelles la famille décide pour les personnes de leur vie affective et sexuelle. Autre exemple, Victor et Mireille sont accueillis à l'externat et vivent ensemble en appartement depuis 4 ans. Peu de temps après qu'ils se soient déclarés amoureux, les 2 familles ont décidé d'acheter un appartement à Mireille pour que tous les 2 puissent vivre en autonomie. Depuis plusieurs mois, Mireille est tombée amoureuse d'un autre homme de l'accueil de jour et Victor exprime lors des entretiens vie affective qu'avec Mireille, il a fait le tour de la question. Il a fini lui aussi par se mettre en couple avec une autre femme du foyer. Ils décident donc d'en parler avec leur famille, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'ils savent que les familles ne l'accepteront pas
et qu'ils prennent le risque de perdre leur autonomie gagnée grâce à leur partage de l'appartement. C'est finalement la nouvelle petite amie de Victor qui lâchera l'information lors d'un anniversaire. Les parents sont furieux. Ils mettent la pression à Mireille pour qu'elle quitte son nouveau petit ami et revienne avec Victor, lui expliquant depuis quand on trompe son copain avec un autre et depuis quand on sort avec quelqu'un d'autre quand on vit ensemble. Est-ce que ta mère a fait ça à ton père? À plusieurs reprises, Victor m'explique que la vie à l'appartement est de plus en plus compliquée, qu'ils se mettent régulièrement des claques et qu'ils ne se supportent plus. Cette situation dure désormais depuis plus d'1 an. La famille a sollicité la direction de l'établissement pour que les équipes accompagnantes empêchent leur fille de se faire détourner par ce petit pervers. La directrice de l'établissement a rappelé les droits des personnes et expliqué qu'elle ne pouvait répondre à la demande de ce monsieur, mais n'a pas les recours suffisants pour accompagner ce couple dans la rupture qu'ils souhaitent. Et à ce jour, ils vivent toujours en cohabitation, dormant dans le même lit et vivant comme un vrai couple lors des sorties ou des week-ends en famille. On peut constater à ce stade que la vie affective et sexuelle des personnes qui vivent en institution est prise dans un étau, resserrée en permanence par l'institution et par les professionnels, qui semblent représenter le pouvoir exécutif, et par les familles, qui représenteraient le pouvoir décisionnel, parfois même par les personnes accueillies elles-mêmes. Si l'on en croit les textes, la loi du 11 février 2005 a permis d'affirmer le droit à la citoyenneté des personnes handicapées. Erving Goffman expliquait en 1961 comment plusieurs éléments propres à l'institution totalitaire pouvaient provoquer une mortification de la personnalité, qui serait totalement à l'encontre d'un accès à la citoyenneté. Malheureusement, 50 ans plus tard, il semblerait que certains éléments aient persisté, comme par exemple l'inventaire des affaires personnelles lorsque les personnes partent en vacances et les vêtements qui sont encore dans une majorité de structures marqués au nom de la personne. La dégradation de l'image de soi qui passe par le fait, par exemple, de devoir réclamer du feu ou ses propres cigarettes, ou le fait qu'on parle en présence de la personne comme si elle n'était pas là. La contamination interpersonnelle qui empêche l'individu de préserver certains domaines de son intimité. La personne se voit souvent obligée de se confier à un public qu'elle ne connaît pas, au risque que ses confidences soient partagées avec l'équipe accompagnante, comme ont pu l'exprimer plusieurs personnes interviewées. Je confie à ma référente. Elle ne répète pas, sauf si le RUIS a besoin d'échanger. Tout ce que je dis à ma référente a le droit de le répéter au RUIS. Les éducateurs n'accepteront pas de garder un secret. Ce que je dis à ma référente, elle en parle à l'équipe. Toutes ces personnes considèrent comme un droit des équipes de répéter tout ce qui leur est confié dans un souci de protection. Ou certains antécédents de vie qui circulent au détour des couloirs entre les anciens professionnels et les nouveaux arrivés. Je peux ici vous raconter l'histoire d'une personne accueillie qui a fait part il y a plusieurs années de violences sexuelles reçues de la part d'un professionnel. Cette histoire est encore racontée sous différentes versions, plaçant la personne accueillie de victime qui n'a pas compris ce qui lui arrivait à accusatrice, séductrice et manipulatrice des professionnels hommes. Je n'étais pas présente lorsque cet événement s'est produit et je suis pourtant informée de toutes ces versions. Cette personne ayant entamé depuis plusieurs mois une relation avec un homme de la structure, l'homme en question a été prévenu par un professionnel. Fais attention à Véronique, elle pourrait raconter des trucs sur toi, elle l'a déjà fait. On peut donc constater que si les structures mettent tout en œuvre pour défendre la citoyenneté des personnes, il n'en est pas de même pour chaque professionnel. Il semblerait nécessaire de permettre à ces derniers davantage d'échanges autour de leurs pratiques, afin de prendre en considération les conséquences de ces paroles et de certaines actions, ce qui fait réellement défaut dans chaque structure rencontrée. Il apparaît également de manière récurrente que l'accès à la citoyenneté semble passer par un rapport à la normalité. Ainsi, les personnes accueillies aspirent pour la plupart à la vie de couple et au mariage,
ce qui fait dire à certains éducateurs que les résidents jouent au couple. La réaction des équipes est le plus souvent d'accepter la situation et d'accentuer la notion de jeu. Mais tout devient plus compliqué quand les personnes demandent à se marier au regard de la loi. Jean-Luc Letellier constate également que malgré une réelle avancée dans la reconnaissance des droits à une vie sexuelle, on voit que les représentations morales des professionnels quant à la notion de vrai couple viennent s'immiscer dans la vie privée des usagers, allant jusqu'à leur dénier un statut qu'ils revendiquent par ailleurs. Cette maltraitance repose sur une dévalorisation des compétences des usagers en matière de sexualité, car il ne viendrait à personne l'idée de vous interdire une vie de couple si vous et votre conjoint avez d'un commun accord des relations extra-conjugales. J'ai pu rencontrer certaines situations qui reflètent totalement cette dévalorisation des compétences, traduite par différentes réflexions de professionnels. Nous pouvons notamment ici nous souvenir de la situation de Léopold, à qui il était demandé d'être honnête avec les femmes. Nous nous posons souvent la question suivante. Quelle personne qui ne vit pas en institution a l'obligation de préciser à sa compagne qu'il la trompe? Pourquoi ce qui n'est pas inscrit dans la loi devient subitement une obligation dans une institution? Il semble qu'au-delà d'une sexualité adaptée, les personnes handicapées n'aient aux yeux des valides pas les mêmes droits qu'eux. Mais ce droit reste attribué sur le terrain par des professionnels isolés qui décident, sans se référer aux véritables lois, de ce qui est le mieux pour les personnes qu'elles accompagnent. Il ne s'agit finalement pas de normes sociétales, mais de la morale de chacun, qui est implicitement imposée aux personnes accompagnées. En quoi le fait de vivre en institution implique-t-il une obligation de se soumettre à des autorisations pour des actes qu'aucun valide n'a à justifier? André Duprat, sexologue québécois, a mis en avant le concept de la citoyenneté sexuelle. Il pense qu'une solution consiste à éduquer la personne, de développer des compétences socio-sexuelles chez elle afin qu'elle puisse assumer son rôle d'acteur sexuel, tout en rappelant que les limitations cognitives compromettent la capacité à assumer une sexualité responsable. En m'appuyant sur mes différentes recherches et sur les séances d'éducation à la sexualité que j'ai animées durant plusieurs années, je me suis penchée plus particulièrement sur un nouveau concept, l'autodétermination sexuelle, qui est directement lié à l'autodétermination et qui reprend les mêmes déterminants, basés notamment sur l'autonomie et l'empowerment. Nous avons donc pu voir à quel point il est indispensable de permettre aux personnes accueillies de pouvoir accéder à une citoyenneté sexuelle. Mais nous avons constaté également que les personnes accueillies n'ont pas les pleins pouvoirs sur leur vie et qu'il est tout aussi indispensable de permettre aux professionnels qui les accompagnent de répondre aux différents besoins et envies de ces dernières. Il semble que ce soit là tout l'enjeu d'une éducation à la sexualité, proposée aux personnes accueillies, mais également aux professionnels de l'accompagnement. C'est dans cette dynamique que j'ai pu mettre en place, au sein de l'association dans laquelle je travaille, un programme d'éducation à la sexualité, que je vous présenterai plus tard, mais peut-être que si vous le voulez, on peut faire une première pause pour un jeu de questions-réponses ou pour vos premières remarques. Merci Alexia. Donc vous avez, chers participants, la parole. C'est voilà, une petite bulle d'échange. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions via le chat, ni via la rubrique questions-réponses. Ceux qui ont envie de prendre la parole, on peut vous donner tout de suite le micro. Pour cela, il suffit simplement de pouvoir lever la main. Ou alors, posez vos questions, allez-y. Prendre 5 minutes. Si on voit que des questions n'arrivent pas, à ce moment-là, Alexia pourra reprendre le cours de sa présentation, en sachant qu'il y aura à nouveau une petite bulle d'échange à la fin, enfin, peut-être un peu plus longue d'ailleurs, pour poser les questions qui pourront être aussi en lien avec la première partie de sa présentation. Bon, j'ai l'impression que tout est plutôt très clair alors.
Pas de questions? Non. Est-ce que tout se passe bien quand même de votre côté? Pas de souci, vous pouvez réagir via le chat, hein, faire vos remarques aussi, vos commentaires. Bon, c'est parfait, pas de questions. Bon, bah, merci François, merci Léa pour vos retours. Tout est parfait pour le moment, Alexia. Donc... Du coup, je continue alors? Oui, je pense que tu peux continuer. Et puis, voilà, comme je le disais sur le chat, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation et je pourrais les faire remonter à Alexia aussi après. Donc à ce moment-là, Alexia, je te propose de continuer et puis donc on aura la prochaine session de questions-réponses après ta deuxième intervention. Ok. Alors, juste, je n'arrive plus. Ah, voilà. Du coup, pour commencer, je vais vous présenter en fait l'association dans laquelle je travaille. Donc, c'est une association qui est située en région toulousaine. C'est une petite association qui n'a que 5 établissements, avec un public finalement hétérogène et des besoins différents sur chaque établissement. Du coup, en 2018, la direction générale fait un premier constat. Elle constate que la thématique vie affective et sexuelle est abordée dans chaque établissement plutôt avec les moyens du bord et que du coup, on a un public très hétérogène selon les structures et des besoins différents sur chaque établissement. Du coup, la direction générale fait le pari d'envoyer une de ses salariées en master éducation à la sexualité humaine. Et du coup, de laisser cette personne déployer la thématique au sein de sa structure. Il est important de souligner à ce stade que rien ne peut se passer si les directions ne sont pas partie prenante. Parce que du coup, c'est elles qui vont devoir défendre auprès des membres associatifs, pour le plus souvent des familles, ce qui se passe au sein de leur structure. Alors, donc du coup, suite à cette entrée en formation, 6 mois plus tard, après mon entrée en formation, j'ai pu mettre en place des ateliers vie affective pour les personnes accueillies. Donc, vous pouvez voir qu'il y avait environ 40 personnes qui étaient en atelier sur 60 résidents sur la structure. Et on a également créé un groupe de 5 professionnels référents vie affective qui étaient du coup que j'accompagnais en fait dans le cadre de ma formation. En parallèle, on a décidé de former tous les professionnels de la structure en interne grâce à 6 interventions d'une professionnelle extérieure qui était plutôt sous forme d'analyse des pratiques. L'idée de cette formation, c'était de déconstruire les préjugés et surtout de pouvoir aborder la sexualité dans un cadre de confiance et de parole libre. On a pu constater du coup à l'issue de ces 6 séances que ce qui était relevé au départ comme des problématiques concernant la sexualité par les professionnels devenaient finalement des sujets de conversation et qu'on était beaucoup plus souvent sollicité par nos collègues pour nous dire j'ai pu observer telle situation, peut-être que tu voudras l'aborder dans tes ateliers ou dans les entretiens professionnels. Suite à cette expérience sur le foyer de vie sur lequel je travaillais, on a finalement décidé de créer un groupe de travail qu'on a appelé Histoire de cœur, qui regroupait des professionnels de chaque établissement. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'était de pouvoir dresser un état des lieux qui concernait les existences sur les structures et les besoins en termes de vie affective et sexuelle dans les établissements. On a aussi tenté de dresser un état des lieux des possibles partenaires sur les territoires. On a pu faire appel, par exemple, au planning familial ou à certains sexologues qui travaillaient plus particulièrement avec un public en situation de handicap. On a aussi réfléchi à des propositions d'amélioration qu'on pouvait faire pour consolider les pratiques professionnelles et pour intégrer la thématique de la vie affective dans nos offres de services respectives. Suite à ce groupe de travail qui existe encore, finalement, on a développé, selon les établissements, différentes stratégies.
On s'est rendu compte que, par exemple, au sein de l'ESAT, il y avait déjà un suivi des personnes qui était mis en place par la psychologue de l'établissement, que sur le SAVS, un accompagnement à la demande pouvait déjà exister, que sur le foyer de vie, finalement, tout était déjà mis en place, et que sur le FAM et sur la masse, il y avait à ce jour peu d'accompagnement à la vie affective et sexuelle, que ce soit pour les personnes accueillies ou en direction des professionnels. On a donc décidé de mettre en place des formations, donc du coup à l'ESAT et au SAVS, je suis allée former tous les professionnels de l'association et on a formé plus spécifiquement un référent VAS, un pour l'ESAT, un pour le SAVS. On a aussi mis en place des ateliers vie affective que j'ai d'abord encadrés, accompagnés par le référent, et puis maintenant, c'est les référents qui les encadrent tout seuls. Et on a aussi mis en place le suivi individuel des résidents à la demande. Toujours pareil, au départ, je le faisais en binôme avec le référent vie affective, et progressivement, les référents ont pu prendre en charge ces différents entretiens. On a fait la même chose aux femmes et à la masse en formant un peu plus de référents de manière à ce qu'il puisse y en avoir un par année finalement. Et du coup, dans la même démarche, j'ai d'abord encadré tous les ateliers vie affective et les entretiens individuels avec les référents pour pouvoir tranquillement leur laisser la place. Et en parallèle, on a formé, mais plus dans le cadre d'échanges et de prise de parole sur la vie affective en institution. Donc là, l'idée, c'était plus de former tous les professionnels, y compris les professionnels administratifs, à plutôt une posture, en fait, une posture d'écoute, une posture, nous, qu'on qualifie de chaleureuse et permissive, pour éviter tout jugement, si on pouvait rencontrer des situations ou avoir des questionnements, finalement, sur la vie affective. En parallèle, on a mis en place un site intranet propre à l'association qui recense du coup les documents et les différentes informations sur la vie affective et sexuelle. Aujourd'hui, le groupe de travail Histoire de cœur continue. Il est maintenant en fait réalisé par tous les référents des établissements vie affective et sexuelle. Et donc du coup, on essaye de se questionner régulièrement sur nos pratiques en lien avec la vie affective et on essaye de réaliser des éléments de communication, que ce soit en direction des familles ou des tuteurs, et aussi des campagnes d'information régulières auprès des autres professionnels des structures. Chaque référent, en fait, est finalement j'allais dire le pilier, mais ce n'est pas le terme, et le pivot dans la structure, en fait, pour pouvoir aborder la vie affective et pouvoir répondre aux questions des personnes accueillies et aux questions des collègues professionnels. Alors, je suis allée un peu vite sur la présentation du coup de cet atelier, mais je pense qu'on va y revenir sur les jeux de questions-réponses, sur comment ça a pu se mettre en place très concrètement au sein des structures. Du coup, en fait, j'ai toujours du mal à finir la conclusion d'une présentation sans laisser la parole aux personnes accueillies. Je vais vous faire écouter là un petit audio en fait de certaines personnes qui ont souhaité témoigner. Alors ce témoignage, il l'avait fait pour la présentation de la soutenance de mon mémoire. Et du coup, ils attendent avec impatience qu'on soit déconfinés pour pouvoir aller témoigner auprès de la nouvelle année en fait de master et pouvoir aller expliquer à la faculté comment ça se passe, la vie affective et sexuelle quand on vit en institution. Donc, je vais leur laisser la parole pour une ou deux petites minutes. La vie affective, on parle de comment on fait l'amour avec un garçon. Ça nous explique aussi si on veut faire l'amour, il faut mettre un préservatif, il faut se protéger. On peut avoir le sida. Il faut savoir si l'homme veut de nous ou pas. S'il veut faire l'amour ou pas, on n'oblige pas un garçon à faire l'amour. Moi, j'ai appris à connaître mes émotions. Ça m'aide à comprendre mon couple. Je suis pas en couple, mais ça
ça m'aide très bien. Et ça, d'être un couple ou pas un couple, ça me dérange pas du tout. Ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout quand on a regardé une vidéo. Des fois, ça peut faire mal ou souffrir. Si l'autre ne veut pas, ça sert à rien. Alors, la vie affective, moi aussi, ça m'a appris des choses. Genre, ça parlait des sentiments, de ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un pour amitié ou pour amour. J'ai appris des fois que l'amitié, c'est moins compliqué que l'amour. Quand on travaille des trucs vie affective, c'est pour apprendre, pour dire, par exemple, soit on est en couple, soit on est séparés. Moi, en fait, j'ai une copine très sincère avec moi, très jolie. Ouais, ça m'a aidé beaucoup à me construire dans les couples parce que avec une fille qui est au foyer là, Marine, mais elle est compliquée. On ne sait pas si on est ensemble ou pas. C'est très compliqué avec elle. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je t'aime, Anthony, et puis je la bouche. Et après, excusez. Des bisous sur la bouche, tu fais? Oui. Des caresses. Des caresses. Ok. Et je suis contente, hein? Et toi, tu es contente? Oui. Super. Ouais. Moi, ça m'apporte avec mon copain des câlins, des bisous. Moi, je suis bien avec mon copain. Je resterai toujours avec mon copain. On dort ensemble, on se fait des câlins. Voilà, je vous laisse juste 2 petites minutes si vous voulez. J'ai donné, je crois, pas mal de notions si des personnes souhaitent prendre note sur ce qui a pu être cité. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos remarques ou vos questions avec impatience. Alors, on a une première question qui arrive sur… Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment j'enlève le diaporama pour peut-être pouvoir voir les gens? Alors, on ne va pas pouvoir voir les gens. Ah, d'accord. Ouais. Okay. C'est pour ça, là, les questions, je peux leur donner la parole, on peut les entendre, mais on ne pourra pas voir leur visage. Mais j'ai une première question de Myriam Pochard. Et donc, la question, je la cite, c'est: cette démarche peut-elle être transposée auprès des personnes âgées? Oh oui. Je pense qu'elle est complètement transposable. J'ai l'impression notamment que la problématique familiale qui existe pour les personnes en situation de handicap est exactement la même pour les personnes âgées, sauf qu'au lieu que ce soit les parents qui essayent de décider de la sexualité de leurs enfants, on se retrouve finalement souvent avec des enfants qui ont besoin de décider de la non-sexualité finalement de leurs parents. Ça existe déjà dans certaines structures. Il y a pas mal de travail qui est mis en place auprès des personnes en situation de handicap. Je sais que la difficulté qui est souvent rencontrée, elle est quand une des personnes d'un couple peut être atteinte de la maladie d'Alzheimer et où du coup, finalement, de nouveaux couples se créent, de nouvelles relations arrivent qui ne sont pas toujours finalement bien appréhendées et par l'autre personne du couple qui peut être présente ou qui peut venir rendre visite à sa compagne et par la famille. Mais je pense que cette autodétermination sexuelle, finalement, elle est à nouveau importante pour les personnes qui peuvent vivre en maison de retraite. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pour l'instant, c'est la seule question qui a été posée. Est-ce qu'il y a une prise de parole qui veut être faite ou une question? Allez-y, c'est le moment, profitez-en. En général, il y a souvent des questions qui peuvent concerner, par exemple, et c'est des questions qu'on s'est posées nous, sur est-ce qu'il est important d'écrire une charte des droits sexuels de la personne qui vit en institution?
Alors nous, on s'est questionné et puis on a finalement fait le choix de ne pas écrire une charte parce qu'on veut vraiment que la vie affective et sexuelle, elle soit traitée dans l'institution comme on va traiter par exemple l'alimentation ou comme on va traiter la santé des personnes. Et on s'est dit que si on écrivait une charte, on allait finalement mettre le focus sur un sujet et le rendre plus important, plus psychologisant des fois que ce qu'il ne peut être au quotidien en fait. Donc je sais qu'il y a souvent des structures qui se questionnent sur est-ce qu'on fait une charte ou pas. Les deux peuvent s'entendre, mais peut-être que le fait d'en parler dans tous les projets et d'en parler dans tous les documents officiels peut aussi permettre d'amener la vie affective et sexuelle sur la table en fait. Est-ce que parmi les participants, il y aurait des retours d'expérience, peut-être, des groupes de travail en cours sur lesquels voilà, vous souhaiteriez solliciter l'avis d'Alexia ou son retour d'expérience par rapport voilà, à ce qui a été mis en place au sein de sa structure? Non, pour l'instant. Je vous ai parlé aussi des ateliers et des entretiens individuels. En fait, il y a vraiment deux versants quand on fait l'éducation à la sexualité dans une institution. Nous, on a fait le choix de proposer des ateliers vie affective au même titre qu'on va proposer, par exemple, un atelier bricolage ou qu'on va proposer un atelier théâtre, par exemple, où là, l'idée, c'est vraiment dans l'atelier, on peut donner son opinion et on peut déconstruire ses avis sur la vie affective et sexuelle. À aucun moment, pendant l'atelier, on ne va parler de sa propre expérience en termes de vie affective et sexuelle. Et du coup, en parallèle, il y a la possibilité de réaliser des entretiens individuels pour les personnes qui vont avoir plus envie finalement d'échanger et d'avoir des réponses sur leur propre situation. Il y a à peu près aujourd'hui autant de personnes accueillies qui sont suivies en entretien individuel qu'en atelier vie affective. Et ces personnes peuvent aussi être suivies par la psychologue de l'établissement et font très bien la différence entre les entretiens qu'ils pourront avoir avec les référents vie affective et les entretiens qui seront avec la psychologue. On n'est pas du tout du même ordre. Alors, j'ai une question pour toi, Alexia. C'est un sujet intéressant et qu'il faut faire évoluer en institution. Le souci est que bien souvent, on prêche des convaincus. Comment amener le sujet à les personnes comment amener le sujet à les personnes à se saisir de ce sujet, que ce soit les professionnels ou les familles? Oui, effectivement. Alors, quand on a commencé, nous, à aborder la vie affective et sexuelle, alors pour l'histoire, en fait, moi, j'ai repris l'atelier derrière une personne qui partait à la retraite. Donc, cet atelier existait quand même un petit peu, mais c'était à raison de rencontres d'une demi-heure tous les 2 ou 3 mois. Ce n'était pas vraiment mis en place. Et du coup, il y avait aussi un espèce de fantasme qui traînait autour de la sexualité dans l'établissement, parce que c'était à ce moment-là géré par la psychologue et par cette personne qui encadrait l'atelier et qui ne faisait aucun retour aux professionnels sur ce qui pouvait se passer en termes de vie affective. Moi, quand j'ai repris les ateliers, j'ai fait le choix déjà de partager avec les collègues ce qui pouvait être travaillé pendant les ateliers. Je ne révélais pas forcément ce qui pouvait m'être dit par des personnes, mais par contre, chaque professionnel était informé du travail qui était réalisé. Et du coup, j'ai pu, moi, voir en fait l'évolution dans les pratiques et dans les échanges. Certains témoignages que je vous fais, par exemple, quand je vous parle de la situation de Nawel, et je ne sais plus quel prénom j'ai mis, comme j'ai changé les prénoms et de la femme avec laquelle il est, on avait au départ des personnes qui étaient effectivement persuadées que Nawel pouvait avoir violé Amélie. Et il a fallu qu'on échange sur qu'est-ce que c'est une violence sexuelle et sur qu'est-ce que c'est aussi une relation sexuelle dite normale. Parce que du coup, on se rend vraiment compte
On est tous convaincus du bien fondé de la santé sexuelle des personnes. Mais on y va tous avec nos propres interprétations, notre propre vécu et finalement nos propres difficultés vis-à-vis de la sexualité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger à travers qui on est et qu'est-ce qu'on va recevoir face à chaque situation. Moi, j'ai pu voir vraiment des professionnels au départ qui étaient en difficulté sur certains groupes de parole qu'on a pu avoir. Il y a eu des larmes de la part de certains professionnels pour lesquels c'était difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des relations sexuelles entre deux personnes et d'être sûr et certain qu'on protégeait bien les deux personnes. Parce que la réalité, en fait, elle est celle-là. Elle est qu'on a très envie de défendre leurs droits, mais qu'on est aussi très obligé, finalement, de les protéger. Et du coup, comment on fait quand on a des personnes qui sont en situation de handicap plutôt lourd pour s'assurer que ces personnes, elles sont à chaque fois consentantes? La plupart des frictions qui pouvaient exister entre professionnels tournaient le plus souvent autour de on n'a pas protégé la personne, en fait. Et du coup, c'est réussir ensemble à déconstruire chaque situation qu'on a pu vivre, à ramener à qu'est-ce que c'est notre mode de pensée, qu'est-ce que ça peut bien être la normalité, comment ça se passe peut-être dans d'autres pays, comment ça se passe dans d'autres cultures, quelle peut être l'histoire de notre société vis-à-vis de l'éducation sexuelle pour pouvoir aujourd'hui être sur un discours un peu plus commun. Aujourd'hui, en fait, j'ai des professionnels qui étaient les premiers à venir me voir au début en me disant oui, de toute façon, tout est toujours secret ici, on ne peut jamais rien savoir, à dire aux nouveaux qui arrivent non, non, attendez, là, quand on parle de vie affective, on va peut-être aller voir les référents parce qu'eux, ils ont des infos, on va échanger avec eux et comme ça, on accompagnera au mieux les personnes. En fait, il faut, je pense, prendre notre temps et surtout, entre professionnels, quand on échange, ne pas juger tout ce qui peut nous être rapporté, en fait, parce que derrière chaque phrase qui peut nous paraître compliquée, il y a souvent une bonne raison de la dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et oui, je suis persuadée qu'on prêche tous des convaincus. J'ai un partage d'expérience de Myriam, une expérience en maison de retraite. Nous avons créé un groupe ouvert pour les résidents qui puissent choisir les modalités d'intimité, c'est-à-dire comment informer discrètement qu'ils ne souhaitent pas être dérangés dans leur chambre. En parallèle, un groupe de parole pour les soignants a été mené pour travailler sur les croyances et les représentations, car il y a beaucoup de fantasmatiques. Ben voilà, merci parce que du coup, c'est exactement ce que je viens de décrire en fait. Et les groupes de parole que vous avez pu mettre en place, peut-être vous ont vu faire évoluer les représentations, je ne sais pas. Alors, on va peut-être lui laisser le temps de répondre. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions ou de remarques. Ou de partage d'expérience aussi. Hein. C'est vrai que c'est toujours intéressant puisque ton intervention, c'est beaucoup de retours, d'expériences qui sont vraiment très riches. Et alors, donc, voilà, son petit retour. Donc, cela a été très variable selon l'histoire de vie du personnel. Et oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on arrive tous avec une culture différente, une éducation différente. On n'a pas tous abordé la sexualité de la même manière avec nos familles. C'est très important nous, c'est un vrai travail qu'on fait, les référents vie affective, de se connaître et de connaître son propre rapport à la sexualité avant de pouvoir aller finalement recueillir des paroles qui peuvent nous être déposées. Et c'est aussi très important de connaître ses limites par rapport à ce qui peut nous être déposé, parce que des fois, on n'y est pas forcément préparé et il est difficile de garder une certaine neutralité. Enfin, moi, par exemple, je suis une femme. Je crois pouvoir dire que je suis féministe. Et du coup, quand certains hommes peuvent me dire mais oui, mais regarde là, celle-là, vu comme elle est habillée, elle me fait de l'appel au viol. Il est difficile pour moi
de rester neutre et d'accueillir cette parole et de faire cheminer la personne sans clairement avoir très envie de lui rentrer dedans en tant que féministe. Mais du coup, il a fallu que je déconstruise tout ça avant de pouvoir finalement échanger avec des personnes qui peuvent me tenir ce genre de discours. On recueille aussi beaucoup en institution des témoignages de violences sexuelles qui ont pu être vécues par les personnes. Mais du coup, il faut être conscient de comment on va pouvoir l'accueillir et surtout de rester très neutre, de ne pas, de ne pas peut-être victimiser cette personne si elle, en fait, elle n'était pas forcément dans cet objectif au moment où elle vient nous déposer sa parole. Donc, c'est tous ces sujets qu'on aborde, nous, quand on se retrouve finalement aujourd'hui entre référents pour pouvoir être un maximum préparé finalement à tout ce qu'on peut entendre pendant les entretiens. Alors, donc, Myriam réagit encore. Merci, Myriam. Nous avons surtout échangé sur c'est quoi une vie sexuelle lorsqu'on est âgé, voire handicapé vieillissant, car nous avons de plus en plus de personnes présentant des handicaps arrivant en EHPAD. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi, une fois de plus, la projection qu'on peut faire. Moi, j'ai souvent des personnes accueillies qui viennent me voir en me disant ben, tu sais, on a fait l'amour. Et du coup, quand on essaye de comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière faire l'amour, ben, on se rend compte que il y a autant de manières de concevoir faire l'amour que de personnes qui font l'amour finalement. Ou ça peut aller de la pénétration sexuelle, de la pénétration d'un pénis à un vagin finalement, à ben, juste un bisou sur la bouche. Et ces personnes-là auront considéré, après un bisou sur la bouche, qu'elles auront fait l'amour. C'est aussi pour ça que c'est vraiment important de re-questionner les personnes, en fait, pour pouvoir justement comprendre ce qu'elles veulent. J'ai en tête, par exemple, là, dernièrement, un jeune homme qui vient me voir parce que, du coup, je sais qu'il y a quelques années, on l'avait amené voir une travailleuse du sexe. Et il vient me voir et il me dit, mais comment ça se fait qu'il y a un bouton au fond de la femme et que quand j'appuie, quand je rentre, elle fait en. Ok, donc ben, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette question. On revient ensemble un petit peu sur ce qu'il a pu vivre avec cette travailleuse du sexe. Et au final, je comprends que sa demande, à la base, elle n'était pas forcément d'aller voir une travailleuse du sexe, elle était juste de savoir comment faire pour pouvoir se masturber quand il est chez sa maman et ne pas mettre du sperme partout dans son lit. Parce que du coup, c'est trop compliqué pour lui finalement de pouvoir expliquer à sa maman ben, ce qu'il a pu faire la veille au soir. Donc des fois, derrière une question à laquelle on semble avoir tout de suite la réponse, si on creuse un peu, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas du tout la demande qu'on imaginait en fait. Ou comme des personnes qui viennent nous voir en nous disant qu'elles veulent se fiancer. Ben, des fois, ça vaut le coup de leur demander qu'est-ce que ça veut dire pour elles se fiancer. Et on a des réponses qui sont aussi très, très variables. Le dernier couple qui s'est fiancé sur ma structure a juste souhaité partir au restaurant à la Saint-Valentin. Et quand on a essayé d'élaborer un peu plus, ils nous ont dit bah, non, en fait, ça y est, nous, on est fiancés à nos yeux. Et l'important, c'est vraiment de leur rappeler que oui, si à leurs yeux, ils le sont, si c'est comme ça qu'ils ont envie d'être, il n'y a pas de souci, en fait. On est au clair avec ça. Donc, une nouvelle réaction de Myriam. Dans ma pratique, je travaille en gériatrie. J'ai très peu entendu faire l'amour, mais besoin de tendresse. Et oui. Alors, c'est aussi parce que dans notre société, en fait, passé un certain âge, on ne fait plus l'amour. Donc, du coup, on a intégré finalement ces normes sociales qui sont qu'on ne fait l'amour que quand on est en âge de procréer. Donc, on commence à faire l'amour quand on est jeune adulte et on s'arrête une fois qu'en général, on ne peut plus avoir d'enfants. En fait, si on creuse un peu avec ces personnes qui vous disent qu'elles ont besoin de tendresse, peut-être que derrière, il y aura aussi le besoin d'une relation sexuelle. Mais c'est plus entendable à un certain âge de dire qu'on a besoin de tendresse. J'ai une question de la part de Céline.
Avez-vous des conseils de lecture ou de vision sur la vie affective et sexuelle des enfants et jeunes déficients et, si possible, déficients sensoriels? Alors, sur la déficience sensorielle, je vais être un peu coincée. Alors, est-ce que je l'ai noté là-dedans? Je pense qu'il y a un livre qui peut être chouette, alors qui va du coup être aussi autour des enfants et des adolescents, qui est le livre de Catherine Act d'Iserins. Le titre, c'est... Je crois que c'est Sexualité, handicap mental. Est-ce qu'il est possible, Romain, après, du coup, en parallèle à la vidéo, d'envoyer une bibliographie? Oui, 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 oui. Bah alors, du coup, j'essaierai de retrouver le titre de ce livre et de me renseigner. Mais peut-être François a peut-être lui aussi des idées de titres. Je sais que j'ai un fort soutien dans le public, normalement, à ce niveau-là. On va laisser à François, du coup, le temps de répondre s'il a également des livrables, en tout cas voilà, des conseils lecture. Donc, en attendant, on a une nouvelle question. Donc, comment déterminez-vous la limite du consentement lorsqu'il y a des troubles psychiques ou cognitifs? Oui, c'est une vraie difficulté. Alors déjà, moi, sur ma structure, je ne parle pas de consentement, je parle d'accord. Parce que du coup, c'est un mot qui parle un peu plus. Est-ce que tu es d'accord plutôt que est-ce que tu as consenti? Parce qu'il y a une espèce de flou autour du consentement. C'est effectivement très, très, très compliqué quand il y a du handicap psychique. C'est en ça où je vous dis que c'est vraiment important d'aller déconstruire avec la personne, de reprendre avec les personnes ce qu'elles ont pu vivre, comment elles ont pu le vivre, de les re-questionner en permanence sur qu'est-ce qu'elles ont ressenti et de surtout ne pas hésiter à ne pas donner de réponse. On a tendance dans nos corps de métier à vouloir aider les personnes et de fait, pour nous aider, c'est forcément apporter des réponses. Ben, des fois, c'est réussir à juste questionner et ne surtout pas essayer de dire nous ce qu'on en pense en fait. Parce qu'en plus, la notion de consentement, eh ben, elle est aussi liée finalement à notre société. Et souvent, les personnes qui sont en situation de handicap vont provoquer des situations qu'elles n'auraient pas provoquées parce qu'à un moment donné, on les a alertées. Je pense à une situation, on a une personne nous, qui vit sur la structure, qui va régulièrement boire son café, acheter ses cigarettes toute seule. Un jour, en fait, des collègues m'appellent en me disant on a vu Patricia monter dans une voiture avec un homme. On a très peur de ce qui peut lui arriver. Donc, le temps que j'intervienne sur la structure, ils avaient déjà expliqué à Patricia que potentiellement, elle se mettait en danger en montant dans la voiture de cet homme et en allant chez cet homme. Et bien, du coup, la prophétie finalement est arrivée. Un jour, alors moi, j'ai beaucoup discuté avec Patricia sur qu'est-ce qui se passait quand elle allait avec cet homme. Est-ce que tout ce qui se passait, elle avait envie de le faire? Si elle n'avait plus envie, comment elle allait pouvoir lui exprimer finalement? Et finalement, un jour, elle est arrivée en nous disant, eh bien, il m'a violée. Donc, on s'est posé la question avec le recul sur nous, dans quelle mesure notre action et nos discours avaient pu finalement l'empêcher soit d'aller au bout de ce qu'elle voulait, soit de ne pas dire ce qu'elle ne voulait pas, parce qu'on avait peut-être mis trop l'accent sur le consentement et la victimisation qu'elle pouvait vivre en allant finalement avec cet homme, en fait. C'est toujours un espèce de flot intégral. Je pense que l'important, c'est de jamais perdre le lien et de toujours finalement entendre ce que la personne nous dit. Et des fois, des mêmes personnes vont nous dire finalement qu'elles étaient victimes parce que c'est dur, c'est difficile de nous dire ben, je fais l'amour en échange de cigarettes et de ne pas se sentir jugé quand on dit ça. Et ben, du coup, on a des personnes qui vont plutôt nous dire ben, il m'a forcé à faire l'amour. Et comment on fait pour reconnaître la notion de consentement à ce moment-là? C'est là aussi où, dès le départ, il faut vraiment, vraiment s'entraîner à ne pas être jugeant quand on reçoit ou quand on voit des situations, finalement.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'était très clair en tout cas. Une nouvelle question. Dans les pathologies avec des troubles phasiques, il est complexe de pouvoir échanger verbalement avec eux. La communication non verbale est-elle suffisante? Est-ce que je pourrais avoir un petit rappel de ce qu'est un trouble phasique? Ah, alors. J'imagine que c'est quand il n'y a pas Trouble de la parole. Ah, voilà, quand il n'y a pas de communication verbale, du coup. Moi, j'utilise beaucoup l'image. Au final, je montre beaucoup. En fait, on a, lors des ateliers, j'ai 2 éléments qui reviennent régulièrement parce que j'ai aussi des personnes qui n'ont pas forcément l'usage de la parole ou qui ne sont pas forcément toujours compréhensibles. Au début de chaque atelier, je pose au sol le thermomètre de l'humeur, du coup, qui est format qui prend toute la pièce. Et je demande aux personnes de venir s'installer sur le thermomètre. Du coup, ça leur permet déjà soit de pouvoir exprimer comment elles se sentent, soit au moins de pouvoir nous le montrer. Et après, on a des systèmes de smiley, en fait, qu'ils ont toujours sur eux. Et donc, du coup, ça permet déjà de pouvoir nous exprimer ce qu'ils ressentent, s'ils sont contents ou pas contents. Et moi, je sais que je passe beaucoup par l'image, en fait. Et à travers les images que je peux leur montrer, on essaye d'avoir un dialogue, en fait. Après, il y a des personnes qui n'ont pas de problème phasique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais qui ne s'expriment pas du tout. Et je n'ai pas de solution, en fait. Cette personne, je suis censée notamment la suivre dans le cadre d'entretien parce que du coup, c'est le seul moyen qu'on a pu trouver. Et cette personne a décidé qu'elle ne me parlait pas. Elle parle à d'autres collègues, mais certainement pas à moi. Et je suis démunie, tout autant que plein de professionnels par rapport à cette situation. Donc, j'essaye de passer par les collègues auxquels elle parle, mais malheureusement, on sait que cette personne a pu vivre des choses difficiles et on n'arrive pas pour autant à lui faire exprimer. On n'a malheureusement encore pas trouvé toutes les solutions, je crois, à toutes les problématiques. Mais c'est justement si on y travaille tous ensemble qu'on pourra tous s'apporter et finalement commencer à échanger sur des solutions, en fait, selon les vignettes cliniques que vous pouvez rendre à chaque fois. Merci beaucoup pour ta réponse. Je n'ai pas d'autres questions, ni de remarques ou d'autres partages d'expériences. On peut laisser encore quelques secondes. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Si vous voulez revenir sur certains points qui ont pu être abordés en tout début d'intervention par Alexia ou sur la deuxième partie de son intervention, vous pouvez réagir maintenant. Bon, écoute, Alexia, je n'ai pas d'autres tours. Ok. Ah, alors, vous avez dit tout à l'heure que vous nous parleriez de votre programme. Ah, peut-être est-ce que tu peux détailler un peu plus ce que Alors, tu as est-ce que fait c'est autour du programme? Est-ce que c'est le programme dans sa globalité, y compris auprès des professionnels, ou qu'est-ce que je peux bien présenter en atelier aux personnes accueillies? Alors, je vais attendre du coup si... alors, qui est-ce qui est du coup? C'est dans le chat. Plutôt atelier. Plutôt les ateliers. Alors, du coup, les ateliers, sur la structure sur laquelle je travaille, ça va être le plus facile. Je les présente à 4 groupes différents. La première année, ils étaient présentés sur des groupes mixtes. Et puis finalement, les personnes ont fait la demande de pouvoir faire les ateliers sur des groupes non mixtes. Du coup, j'ai 4 groupes. J'ai 2 groupes d'hommes et 2 groupes de femmes qui sont plutôt des groupes, alors je vais dire de niveau, mais ce n'est pas de niveau intellectuel ou quoi que ce soit, c'est plutôt selon si les personnes sont plutôt à l'aise avec le sujet de la sexualité ou pas encore. Donc, sur ces 4 groupes, il y a un groupe d'hommes et un groupe de femmes où, du coup,
on va aller très loin sur les sujets qu'on peut aborder. Donc, j'ai commencé en fait le programme par tout ce qui était émotion. En fait, l'idée, c'est toujours d'arriver progressivement au cœur du sujet, en fait. Donc, on a travaillé pendant tout un trimestre sur les différentes émotions, qu'est-ce qu'elles sont, comment on les reconnaît, comment on peut les exprimer. Donc, aujourd'hui, il parle beaucoup finalement par image. On parle de la boule rouge pour la colère et ils arrivent à exprimer si elle est plutôt petite au fond du ventre ou si elle est... Des fois, ils disent qu'elle est plus grosse qu'eux. Donc là, on sent qu'effectivement, en termes de colère, il y a des choses à travailler. Après avoir travaillé sur les émotions, on a beaucoup travaillé sur le corps humain, en fait. Et du coup, c'était vraiment le corps humain dans sa globalité. Donc, on a parlé de la respiration, on a parlé du squelette. C'était souvent abordé sous forme de jeu. La plupart du temps, je fais des ateliers sous forme de toute façon, de manière ludique. Le côté juste on échange, on perd vite les personnes. Finalement, vous avez pu le constater pendant ma présentation. Je n'ai pas fait de jeu. Je pense que ça a été beaucoup plus dur à vivre pour vous que si je vous avais proposé des petites activités. Et du coup, une fois qu'on a pu aborder finalement le corps humain dans toute sa globalité, ben là, on a pu passer sur le rapport qu'on pouvait avoir au corps et à son propre corps. Donc, on a abordé comment on se sent, est-ce qu'on se sent beau et belle, est-ce qu'on se sent gros, est-ce qu'on se sent maigre. Et on a pu travailler sur l'image qu'on renvoie et du coup, comment on fait pour se sentir bien dans son corps. On a aussi abordé tout ce qui était stéréotypes de genre. Que font les hommes, que font les femmes? Alors ça a été très compliqué au début parce que du coup, comme j'ai pu vous le dire dans ma présentation, les personnes qui vivent en institution sont énormément normalisées. Donc du coup, j'ai pu avoir des hommes qui s'énervaient très fortement quand j'essayais de leur exprimer que oui, il y a des équipes de foot féminines et qu'il y a effectivement des femmes qui aiment regarder le foot. Pour eux, c'était inconcevable. Donc, on a fait tout un travail qui a duré très, très longtemps autour de ça. Aujourd'hui, on a le premier homme la semaine dernière qui a mis du vernis à ongles bleu. Ça a été une grande victoire sur l'établissement. On a aussi abordé, du coup, comment on fait les bébés, qu'est-ce que c'est les règles, comment ça se passe quand on a nos règles. Et puis, sur ces groupes-là, en fait, en général, aujourd'hui, au bout de 2 ans, j'arrive avec un sujet, j'ai préparé une séance et on vit complètement l'opposé de ce que j'avais pu préparer parce que du coup, eux, maintenant, arrivent avec des questions, arrivent avec des sujets qu'ils ont envie d'aborder. Et du coup, on peut commencer à parler des règles et finir en abordant les hémorroïdes et qu'est-ce qui se passe quand on fait pipi au lit. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont rarement abordés dans le quotidien ou rarement abordés dans le sens où ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, ça nous permet aussi d'aborder comment on fait sa toilette et du coup, qui on alerte quand on peut avoir mal, quand on fait pipi ou quand on peut avoir des parties du corps qui peuvent nous gratter. Et en fait, on se rend compte que tous ces sujets-là, ils sont rarement posés sur la table et que du coup, pendant les ateliers, on en parle énormément. Comme les ateliers sont aussi basés sur l'autodétermination, on a souvent des retours sur leur projet personnalisé. Du coup, les personnes peuvent nous dire, en fait, j'ai vécu la signature de mon projet. Finalement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je n'ai pas réussi à l'exprimer. Et du coup, on va travailler sur comment on peut exprimer ce avec quoi on n'est pas OK. Et des fois, il y a aussi, oui, on n'est pas OK, mais malheureusement, il y a la loi qui dit des choses et on peut ne pas être OK, mais il y a des choses qu'on est obligé de respecter. Souvent, en fait, on va traiter plein de sujets qui vont être complètement transversaux à la sexualité. La dernière séance, par exemple, on abordait les fiançailles.
Et on s'est retrouvés à parler de l'AAH. Et du coup, de qu'est-ce que ça peut produire quand on se met en couple et que du coup, on n'arrive plus à avoir l'AAH. Alors ça, c'est sur les groupes où je vous disais, les personnes sont très à l'aise dans les échanges et peuvent apporter des sujets. Le prochain sujet qu'on va aborder, par exemple, c'est les personnes transgenres. Il y en a qui ont vu les documentaires de la petite Lily et qui, du coup, m'ont interpellée en me disant « je ne comprends pas, du coup, je me demande si je suis un homme ou une femme » et qui, du coup, m'ont demandé qu'on aborde l'histoire de la petite Lily. Donc, avec ce groupe, ces deux groupes, on va très, très loin dans les échanges. Et après, il y a deux autres groupes où, du coup, les personnes sont beaucoup moins à l'aise avec la thématique. C'est des personnes, pour la plupart, qui ne vivent pas forcément en couple. Et là, on va rester beaucoup plus longtemps déjà sur des thématiques, par exemple les émotions. Ces deux groupes ont demandé à ce qu'on continue chaque moitié d'atelier à d'abord parler des émotions. Parce qu'au bout de 2 ans, finalement, les émotions, ce n'est pas acquis. Et on va aborder, alors là, par exemple, on a passé 6 mois à aborder juste qu'est-ce que c'est la relation, mais tout type de relation. On a passé 3 mois à parler de la relation familiale. Qu'est-ce que c'est la relation familiale? Qu'est-ce que c'est être une famille? Qu'est-ce que ça peut bien être, le rapport à des frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus nos parents? Qu'est-ce qui se passe quand on perd quelqu'un de la famille? Et avec ces deux groupes-là, on va passer beaucoup plus de temps finalement sur chaque sujet parce qu'au sein de l'atelier, on va aussi passer plus de temps à travailler quand même l'individuel et quelle est la perception de chaque personne. Par exemple, donc dernier atelier sur la famille, les personnes choisissent de parler d'une photo sur laquelle est représenté un jeune homme et un homme beaucoup plus âgé. Et du coup, on leur demande qui, d'après elle, est le père et qui est le fils. Et on se rend compte finalement que les 3/4 des personnes du groupe désignent l'homme le plus jeune comme étant le père. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un rapport à l'âge, un rapport au temps qui n'est pas forcément acquis. Donc du coup, on va cette fois aborder les différentes étapes de la vie. Comment on est nourrisson et puis on évolue progressivement. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais on se rend compte que là, il faut le mettre en place. En fait, ce programme, il évolue à chaque fois d'un atelier à l'autre en fonction de ce qui a pu nous être dit à l'atelier précédent. Il a été, moi, je me suis servie pour le commencer du livre Homme-Femme. C'est un livre de Michel Mercier, un programme d'éducation à la sexualité. Et donc, je l'ai utilisé pour mes 2 premières séances. Et après, en fait, c'était tellement riche en retour de leur part et en questionnement qu'on construit à chaque fois nos nouveaux ateliers. On utilise tout, on utilise le jeu, on utilise le théâtre forum, on utilise du coup les images. Enfin voilà, c'est en fonction du groupe de travail qu'on peut avoir qu'on apporte à chaque fois. Et il y a une richesse sur Internet. On peut utiliser aussi des fois les vidéos qui ont été créées par Santé publique France, justement. Je crois que c'est 4 petites vidéos qui parlent de la sexualité, justement, pour les personnes en situation de handicap, qui sont d'une richesse extrême. Sur une vidéo, on peut travailler minimum 5 ou 6 séances, en fait. Donc, en gros, voilà pour les ateliers. Il ne faut pas hésiter à aborder toutes les thématiques autour de la sexualité avant d'y venir. J'ai décidé d'aborder les règles, par exemple, au bout de seulement 2 ans d'atelier. Et du coup, je me rends compte que les questions que je peux avoir aujourd'hui, elles vont plus porter sur est-ce qu'on peut faire l'amour quand on a nos règles? Ou est-ce que c'est vrai que si on va se baigner avec nos règles, la piscine va devenir toute rouge? Je ne suis pas persuadée que si j'avais abordé les règles dans la première année, on aurait pu avoir ces questionnements-là, en fait. Je pense que les personnes n'auraient pas osé poser ces questions. Alors, le livre de Michel Mercier, le titre, c'est « Des femmes et des hommes ».
Voilà, c'est celui-là, merci. Voilà. Merci François. Et la série de vidéos sur le site Santé publique France, c'est sous le thème « Ma sexualité pour comprendre ». Voilà, merci François. François a aidé à rédiger ces vidéos. Hein. Enfin, contribuer, pardon. Donc, je n'ai pas d'autres questions, de remarques de la part des participants. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon moment, qu'Alexia vous a apporté des éclairages, a pu du coup répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations. Donc, en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup. Tu as beaucoup de remerciements sur le chat. Et c'était une intervention très claire de ta part. Et donc, voilà, merci beaucoup, Alexia. Donc, Myriam te remercie. François aussi te remercie avec voilà, une intervention vraiment en adéquation avec sa façon d'intervenir. Et pour information, si vous avez besoin d'informations plus pratiques ou de partage d'expérience, Romain, tu peux laisser mes coordonnées aux personnes. Oui. Au contraire, on parlait tout à l'heure de prêcher des convaincus. Je suis persuadée qu'il y a un travail de dingue à mettre en place et qu'on ne pourra le mettre en place qu'en étant dans le partage, dans l'échange. Et voilà, moi, je n'hésiterai pas à accompagner des personnes si elles le souhaitent, à donner des outils si besoin. Il n'y a rien qui m'appartient. Hein, donc, voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. Merci beaucoup, Alexia. Voilà, du coup, on pourra inviter les participants à nous ressolliciter via la plateforme FISAF pour poser des questions. Et puis après, je pourrai aussi te transmettre les questions. Voilà, donc j'ai déjà Myriam Pochard qui est preneuse de tes coordonnées. Est-ce que je laisse mon mail, Romain? Comment tu veux qu'on procède? Alors, si, on peut tout de suite laisser ton mail. Je peux peut-être le mettre dans le chat. Alors, je vais le reprendre. Hop. Donc, tu veux donner quel mail du coup, Alexia? Alors, je vais l'écrire du coup, comme ça je donne mon mail professionnel. Oui. Donc, si vous écrivez sur ce mail, du coup, c'est l'équipe référent vie affective et sexuelle qui aura les questions. Bon, pour l'instant, je pense qu'ils me les transféreront. Mais je me dis que d'ici quelques temps, ils pourront tous vous répondre sans problème. Bon, merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. Voilà. Alors, elle s'est affichée où? Alors, Myriam, elle s'est affichée dans le chat, juste au-dessus de votre commentaire, normalement. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est bien été envoyé à tous les conférenciers. Donc, oui, elle est juste au-dessus de votre dernier commentaire. Voilà. 11h39, le commentaire d'Alexia Perret. Sinon, je vais le redire à l'oral, c'est vas@apesat.org, apesat, APEIHSAT.org. Donc, vas@apesat.org. Et une dernière information aussi, il va y avoir là dans les semaines à venir, j'espère peut-être dans les mois à venir, des appels à projets qui vont être posés par les ARS de chaque région pour la création de centres de ressources vie affective, relationnelle et accès à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Je pense que c'est le bon moment pour se prendre en main et essayer de créer un maximum de partenariats pour répondre à ces appels à projets et que du coup, ça soit développé vraiment sur tout le territoire en fait. Moi, je souffre un peu du chacun fait dans son coin. Donc, j'ai très envie qu'on puisse être énormément dans l'échange là-dessus. Et je pense que François me rejoint là-dessus aussi.
Merci beaucoup pour l'information. Je sais qu'aussi que la Fondation de France avait publié en 2020 un appel à projet aussi sur ce thème-là. Il doit être reporté cette année. Il devait être reporté sur le premier semestre de cette année, mais je pense qu'au regard du contexte, ils ne l'ont pas lancé. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, mais oui, effectivement, c'est un sujet. De toute façon, c'est un sujet d'actualité. C'était aussi tout l'intérêt de pouvoir te faire intervenir aujourd'hui. C'est un sujet, je pense, qui va occuper pas mal d'établissements médico-sociaux sur et des EHPAD aussi sur les 2, 3, 4 prochaines années. Voilà. Et puis l'autodétermination aussi des personnes aujourd'hui voilà, est beaucoup pris en compte, en tout cas dans la réflexion des projets des structures. Oui. Et donc, voilà, la place de la vie intime, affective et sexuelle, la réponse, c'est voilà, en tout cas l'accès à une vie intime, affective et sexuelle, l'épanouissement de la personne, le respect de ses droits, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. On en est tous conscients. Après, bien sûr, on a chacun nos limites, nos freins qui peuvent être voilà, on évolue aussi dans des structures, donc il y a des fois souvent des évolutions, en tout cas des cadres juridiques, contextuels qui ne sont pas favorables, qu'il faut aussi faire évoluer. Mais voilà, on sait que derrière, il y a les volontés des personnes, les volontés aussi des professionnels de vouloir changer, de vouloir évoluer, de faire évoluer. Et souvent, voilà, ça part du terrain. Et donc, en tout cas, moi, j'espère que l'intervention d'Alexia vous aura apporté voilà, des réponses, des idées, l'envie de travailler ensemble, que ce soit avec des collaborateurs externes, mais aussi en interne, de lancer la réflexion, de la poursuivre, d'aller plus loin, d'être curieux et d'oser surtout. Je pense que c'est vraiment le plus important, c'est oser. Et puis voilà, vous avez tout un ensemble de ressources, de bibliographies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. À savoir aussi que voilà, l'intervention d'Alexia sera disponible en VOD sur la plateforme du COUFISAF. Donc, vous pourrez la revisionner autant de fois que vous le souhaitez, seul ou en équipe. Et donc, Alexia aussi reste à votre disposition si vous avez des questions plus précises à lui poser. Donc, merci encore, Alexia. Merci à tous. Première aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant, très, très clair, très pédagogue. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Les retours des participants sont aussi extrêmement positifs. Donc, merci beaucoup, Alexia. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle web recherche sur un autre thème. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Et merci encore. Merci. Au revoir. Belle fin de journée.